toujours très heureux de venir dans ce musée que j'aime beaucoup, que je trouve très beau et dont la scénographie aujourd'hui me paraît vraiment remarquable. Et puis très heureux de vous retrouver, chacune et chacun d'entre vous. Vous avez affronté les derniers frimas de l'hiver pour être là. Merci, merci. Deux personnes ici, Lise Lantignac va arriver, qui s'occupe du musée Clémenceau, mais je voudrais souligner la présence de Monsieur Jeannet, qui est une grande figure et voilà, pour qui j'ai une très très grande estime. Et puis Béatrice, qui est là-bas, que vous ne connaissez pas, mais Béatrice est l'arrière-petite-fille de Célestin Aignan. Voilà, qui est le fondateur des Brigades du Tigre. Alors, je vais vous demander tout d'un coup, de reculer d'un peu plus de 100 ans. On s'en va très loin en arrière. On va à une époque où la Troisième République n'a qu'un peu plus d'une trentaine d'années. On se retrouve au début du XXe siècle. En ce début du XXe siècle, la France est prospère, elle est riche. Elle a traversé des périodes difficiles, notamment la période des attentats anarchistes. Elle a traversé aussi la période Dreyfus, avec ce qu'on sait comme conséquences d'un point de vue social, d'ordre public et conséquences d'ordre politique. Et cette France-là, elle est en train de profiter des grands progrès de l'époque. C'est le règne du positivisme, c'est aussi le règne de l'argent. Alors, très longtemps après, on l'appellera la Belle Époque. C'est un petit peu vite dit. C'est une belle époque pour certains, beaucoup moins pour toute une classe ouvrière qui commence à travailler très jeune, très longtemps et dans des conditions très difficiles. Ah. C'est dit. Et dans cette époque-là, régulièrement, on a un nouveau président de la République. Et en 1906, le président Émile Loubet finit son mandat, 7 ans, il ne le renouvelle pas, il ne le tente pas. Et il va y avoir des élections au Congrès. À l'époque, le président est élu par les parlementaires, députés, sénateurs réunis à Versailles en Congrès. Et là, ils choisissent d'élire Armand Fallières. Il était président du Sénat au moment de son élection comme président de la République. On dirait que tous les présidents du Sénat ont la même carrure que M. Larcher aujourd'hui, même genre, lourd, imposant, tranquille. Et Fallières veut cesser toute instabilité politique. Il veut essayer de choisir un président du Conseil, un cabinet qui tiendra un peu plus que quelques semaines ou quelques mois. À l'époque, président du Conseil, c'est comme aujourd'hui Premier ministre, sauf qu'il avait un ministère en plus. Et donc, il choisit comme président du Conseil un homme très effacé, qu'aujourd'hui aucun Français ne connaît plus, qui s'appelle Ferdinand Sarrien. Alors la presse, Sarrien, c'est quoi ? Sarrien. Voilà, on se moquait beaucoup de lui, très effacé, etc. Mais cet homme était un homme de qualité, un radical. Il était député de la Saône-et-Loire, c'est ça, et député radical. Et il avait un réseau incroyable et il connaissait la politique. Il maîtrisait les arcanes de la politique d'une façon magnifique. La preuve, il va constituer ce que je considère comme le gouvernement le plus prestigieux de la Troisième République. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Bien parce que lui, Sarrien, prend le ministère de la Justice, il confie les finances à Raymond Poincaré, un futur président de la République, il confie les affaires étrangères à Léon Bourgeois, un futur prix Nobel de la paix, il donne le ministère du Travail, du Commerce à qui ? Gaston Doumergue, futur président de la République. Ils sont très nombreux, des grandes personnalités de la Troisième République dans ce gouvernement. Il y en a un que je n'ai pas cité, qui rentre pour la première fois dans un ministère. Vous avez compris, il s'appelle Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, il a 64 ans à ce moment-là.
Vous le savez, il est né en Vendée, à Mouilleron-en-Parette. Comme son père, il est médecin. Comme son père Benjamin, il est républicain, anticlérical. Et comme son père, il a des convictions en matière de liberté attachées au corps. Cet homme, après ses études à Nantes, après son doctorat, va partir pendant une certaine période aux États-Unis. Il va s'y marier. Il se séparera ensuite de son épouse pour revenir en France et pour s'engager en politique, naturellement, comme républicain. Alors, républicain, sous le Second Empire, c'est pas si facile que ça. Et il crée un journal qui s'appellera Le Travail, et il milite pour ses idées républicaines. Et le 4 septembre 1870, à la chute du Second Empire, à la chute de Napoléon III, il est présent lors de l'insurrection contre le Palais Bourbon pour créer la Troisième République. Voilà, c'est ça Clémenceau. Très rapidement, il est conseiller municipal de Clignancourt, puis de Montmartre, puis député. Et à l'époque, on est après la semaine sanglante de la Commune de Paris, l'extrême gauche, il n'y en a plus. Ils sont soit en prison, soit exilés. Et donc Clémenceau, qui est de tendance radicale, constitue en somme l'extrême gauche de l'époque. Et il va militer pour le retour de l'extrême gauche politique classique. Il va militer pour la défense des libertés, contre la police, il faut le dire. Il écrit pas mal de papiers qui sont... Bon, c'est une autre police, il faut le dire, hein, que celle qu'on connaîtra par la suite. Mais il milite sans arrêt pour la défense des libertés individuelles et des libertés publiques. Cet homme, à cette époque-là, donc là on est dans les années 1880, va commencer à gagner plusieurs titres. Celui de tigre. Pourquoi ? Parce que il est féroce dans ses écrits, il est féroce dans ses propos, et il est aussi féroce sur le terrain. Vous savez que c'est quelqu'un qui s'est battu une douzaine de fois en duel. Chaque fois qu'on lui manquait de respect, il n'hésitait pas. À l'épée ou au pistolet, il s'est battu. Et il a blessé plusieurs personnes. Lui-même n'a jamais été blessé en tant que tel, me semble-t-il. Hein, je vais vérifier ça. Mais en revanche, il a blessé un militaire au bras, il a blessé même un futur président de la République, Paul Deschanel, qui lui avait manqué de respect. Ils se sont battus et il l'a blessé aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qu'il valait mieux pas affronter sur le terrain. Et donc, on le surnomme, pour toutes ces raisons-là, le tigre. On le surnomme aussi le tombeur des ministères. Parce que dès que quelque chose ne lui plaît pas dans les décisions prises par le cabinet en place, il dépose une interpellation qui aboutit fréquemment à la chute du cabinet en question. On a peur de lui parce qu'il est très, très direct. C'est un homme qui, chaque fois qu'une question se pose, pas de détour. Et ça lui vaut d'avoir beaucoup, beaucoup d'ennemis. À preuve, lorsqu'arrive le scandale de Panama. Alors le scandale de Panama, grand scandale financier, des fonds récoltés par de grands financiers, pas tous très honnêtes. Et en fait, ces fonds sont détournés et n'ont pas servi à poursuivre la construction de ce canal. Et parmi ces banquiers véreux, il y a un nommé Cornelius Herz qui a de bonnes relations avec Georges Clémenceau. Et ça, Georges Clémenceau va le payer. Il n'est pas réélu, il perd son siège et il entame une traversée du désert de 10 ans. Voilà. Encore qu'on n'ait jamais prouvé qu'il ait, à titre personnel, eu un intérêt à soutenir Herz dans ses opérations douteuses. Toujours est-il que pendant cette traversée du désert, il ne reste pas inactif. Il continue d'écrire beaucoup. Il est rédacteur dans beaucoup de journaux de l'époque. Il continue de militer pour les choses pour lesquelles il se bat, les droits de l'homme et les libertés. Et puis surtout pour la défense du capitaine Dreyfus. Vous le savez, c'est lui qui en janvier 1898 va trouver le titre
de la lettre ouverte d'Émile Zola au président de la République. J'accuse, c'est Georges Clemenceau. Cette affaire Dreyfus, au moment où nous retrouvons Georges Clemenceau en 1906, elle est toujours là, elle n'est pas complètement réglée. Alors, on raconte que Ferdinand Sarrien, quand il a créé ce ministère avec Clemenceau, il a invité la plupart des ministres à venir à un cocktail. Et s'approchant de Clemenceau, un verre à la main, il lui a dit « Et pour vous, ce sera quoi ?» Et Clemenceau aurait répondu « L'intérieur ». Voilà. Alors, c'est sans doute une légende, sans doute. Toujours est-il que Ferdinand Sarrien a besoin de Clemenceau. Il a besoin d'un homme fort à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème avec la loi de séparation des églises et de l'État de décembre 1905. Il y a des inventaires à faire. Et chaque fois, ces inventaires donnent lieu à des désordres intenses, à des morts, à des blessés, à des attroupements féroces. Il faut mettre un terme à cette liquidation du problème de la séparation de l'Église et de l'État. Il faut aussi être très vigilant, car ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme, en gros le syndicalisme révolutionnaire, est de plus en plus actif. On a de plus en plus de menaces, on a de plus en plus d'attentats de plus ou moins grande gravité, on a de plus en plus des rassemblements qui se finissent mal avec le monde ouvrier. Il faut donc quelqu'un de fort à ce poste, et en échange, alors ça nous n'en avons aucun élément de preuve, mais en échange, je pense que Clemenceau a dû dire qu'il fallait en finir avec l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire réintégrer le capitaine Dreyfus avec le grade de commandant dans l'armée, c'est-à-dire aussi reconnaître très officiellement qu'il était innocent. Ce sera chose faite pendant l'année 1906. Donc, je pense que ça faisait partie du marché. Donc, voici Clemenceau à l'intérieur, et il a ces problèmes-là à régler. Le problème des inventaires des églises, il va être vite réglé. Il va dire, compter un chandelier de plus ou de moins ne vaut pas la vie d'un homme. Donc, on négocie, on discute, on procède différemment. Et ça marche. Cette affaire-là est définitivement réglée. Bon, certains endroits, ça dure plus que dans d'autres, mais plus de violence. Contre les anarcho-syndicalistes, contre les révolutionnaires un petit peu trop violents, il ne manque pas de cran. Je vous dis parce que en mars 1906, à peine quelques jours après la nomination de Clemenceau, il y a une catastrophe à Courrières, dans le Nord. Terrible. Beaucoup de morts. Et il y va. Il ne fait pas donner la troupe, mais il y va. Il se met au premier rang et il leur parle. Il leur explique qu'il n'est pas là comme provocateur, mais au contraire pour partager leurs souffrances, leurs peines. Mais qu'il n'aura pas, il ne laissera pas le désordre s'installer en profitant de cette catastrophe. Ça, c'est Clemenceau. Et c'est à cette occasion aussi qu'il rencontre quelqu'un qu'il a sans doute déjà rencontré au procès en révision de l'affaire Dreyfus à Rennes en août 1899. C'est un commissaire principal. À l'époque, c'est le plus haut grade de la police. Et ce commissaire s'appelle Célestin Aignon. Et forcément, son chemin a croisé celui de Clemenceau à Rennes, puisqu'il y était aussi, mais son chemin va croiser celui de Clemenceau, ministre de l'Intérieur, puisque la brigade de Célestin Aignon s'occupe de la sécurité rapprochée du président de la République et des principaux ministres. Donc le lien entre les deux hommes date de ces époques-là. Et Clemenceau va, à l'évidence, reconnaître tout de suite dans Aignon une intelligence remarquable s'agissant des questions de police et de la façon de les traiter. Pourquoi ? Il va être obligé pour une raison bien simple. C'est qu'en mai 1906, il y a des élections législatives.
qui reconduisent une majorité radicale et radicale socialiste. Pas de problème de ce point de vue-là. Le gouvernement sarrien reste en place et Clémenceau à l'intérieur. Mais les chiffres ne sont pas bons dans les campagnes. Les votes ne sont pas bons. Pourquoi ? L'insécurité. C'est une période terrible au niveau des campagnes en matière de danger que peuvent courir les gens. Pourquoi ? C'est sans doute le document que Aignan fournit à Clémenceau sur cette question-là. La situation est grave. Tout simplement parce que, à l'époque, vous avez un budget pour la police globale de 18 millions de francs pour tout le pays. 18 millions de francs pour 41 millions d'habitants. 18 millions. 15 millions pour Paris et pour Lyon, qui ont une police d'État. Et 3 millions pour tout le reste de la France. Et vous savez, le reste de cette France, c'est quoi ? C'est des polices municipales. Alors, dans les villes de plus de 10 000 habitants, chaque police municipale a un commissaire à sa tête. Mais le personnel, lui, il provient de la commune. Il est recruté par les maires qui dirigent ces polices. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les personnels ne sont pas du tout spécialisés. Ils n'y connaissent rien en matière de police et encore moins en matière de police judiciaire. Ils ne sont pas formés. Et surtout, ils n'ont aucun moyen. C'est déjà de la chance s'ils ont un cheval ou un vélo. Rien du tout. Et pour des villes, vous avez en moyenne, pour une ville de 20 000 habitants, vous avez à peine 10 policiers. Donc, vous vous imaginez la situation dans toutes ces villes et dans ces campagnes. Parce que le reste, les campagnes, ce sont les gendarmes qui n'ont pas de service de recherche spécialisé en matière criminelle. Vous avez les gardes champêtres, un peu insuffisants. Et à l'époque, vous avez une situation terrible parce que le développement des lignes de chemin de fer, plus le fait que beaucoup d'armes proviennent des États-Unis à l'époque déjà, je pense notamment au fameux Browning. Ces ventes d'armes, y compris les fusils vendus par les catalogues de l'époque, le danger est partout. Le danger est partout. Et la situation est intenable. On ne peut pas laisser dans la France républicaine une absence de sécurité. Pourquoi ? Je vais vous le dire, moi, tout simplement parce que le devoir de sûreté est inscrit dans la Constitution française. Dans les droits de l'homme et du citoyen, vous avez un paragraphe spécial reconnaissant l'obligation d'assurer la sûreté de tous les gens. Donc voilà, la République, elle est là. Et devant cette situation, il faut faire quelque chose. Le bilan est simple. Les polices, elles ont des possibilités de déplacement très limitées. Pourquoi ? Parce que le maire, officier de police judiciaire, n'a du pouvoir qu'à l'intérieur de sa commune. Autrement dit, si un malfrat commet un crime et s'enfuit, 10 km plus loin, il ne peut pas être arrêté. Pourquoi ? Parce que pas de compétences. Alors imaginez quelqu'un comme Joseph Vacher. Vous savez qui est Joseph Vacher ? C'est le fameux tueur des bergers et des bergères qui, dans les années 1890, va commettre un peu plus d'une dizaine de crimes sadiques, crimes et viols, dans plusieurs départements de l'Est, de la sud-est de la France, et qui va être arrêté par un juge de Bourg-en-Bresse qui s'appelle Bellé. Et ce juge va obtenir son arrestation parce qu'il a envoyé le signalement de cet homme à tout le monde. Et il va être arrêté grâce à ce signalement envoyé partout. S'il ne l'avait pas fait, Joseph Vacher aurait continué de tuer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était capable de faire 80 km en une journée. Donc il assassinait, il violait et il partait. Il marchait. S'il était arrêté 40 km plus loin, qui savait qu'il y avait eu un crime dans tel endroit ? Personne. Il rencontrait des militaires, il rencontrait des gendarmes. On lui demandait ses papiers, son livret, il les présentait et il continuait son chemin. C'était comme ça. Donc,
Vous voyez, on a une situation qui est détestable d'un point de vue de la police judiciaire, d'un point de vue de la lutte contre la criminalité. Et c'est cette situation qui va être mise en évidence par Célestin Aignon dont je vous ai parlé. Pourquoi ? Parce que, à cause de la catastrophe de Courrières, des gens vont commencer à dénoncer ceux qui commettent des crimes dans le Nord. Dans le Nord, il y a, depuis un certain nombre d'années, une bande qu'on a surnommée les chauffeurs du Nord, parce qu'ils chauffent les pieds de leurs victimes pour dire où elles ont caché leurs magots. Et cette bande a commis plus d'une dizaine d'assassinats, de vols à main armée, de crimes en tout genre. Cette bande est commandée par Abel Paulet. Il se donne le titre de capitaine. Il a une vingtaine de complices et il a aussi une ramification très importante jusqu'en Belgique, de manière à pouvoir écouler tout le butin. C'est pour vous dire que déjà à l'époque, les réseaux internationaux existaient. Et cette bande, elle est dénoncée. Et il faut l'arrêter, au complet. Et là, c'est Célestin Aignon, parce qu'il s'occupe de cette fameuse brigade qui s'occupe des affaires spéciales au ministère de l'Intérieur, à la direction de la Sûreté Générale, c'est lui qui va s'en charger. Et il va, avec une équipe, aller dans le Nord. Cette équipe, il la laissera sur place et elle sera chargée d'arrêter tous les membres de la bande, qui seront tous arrêtés, qui passeront tous à la guillotine. Mais la vérité, c'est que ce que découvre Célestin Aignon, c'est la gravité de la situation. Aucun, dans tous les meurtres que cette bande a commis, notamment par exemple, ils ont attaqué en plein jour une caisse communale, à coups de sabre et de revolver, en pleine journée, dans une petite bourgade, certes, mais comme si le pillage était autorisé sur le territoire républicain. Il s'aperçoit que des traces ont été laissées un peu partout, et notamment des traces de doigts. Or, depuis 1902 et l'affaire Schaeffer, on sait, grâce à Bertillon, qu'on peut identifier quelqu'un à distance avec ses empreintes digitales. Ça n'a pas été recueilli. Il s'aperçoit que c'est une catastrophe au niveau du traitement de l'affaire, des affaires, de toutes les affaires. Il faut faire quelque chose. Donc, il en parle à Clémenceau. Il en parle à Clémenceau. Nous n'avons pas, si ce document existe, la situation telle qu'il lui a décrit. Ce que nous savons, c'est que en octobre 1906, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, Ferdinand Sarrien est gravement malade. Vous savez, le président du Conseil, le patron des ministres, il est gravement malade et son état de santé ne lui permet plus de continuer à assumer sa charge. Et donc, c'est Georges Clémenceau qui devient président du Conseil tout en restant ministre de l'Intérieur en octobre 1906. Et là, c'est important, parce que le président du Conseil, c'est quand même lui qui fait toutes les propositions. Tous les projets de loi sont déposés par lui, toutes les défenses des projets, c'est lui qui l'assure devant la Chambre, et donc, place éminemment importante. Et l'insécurité est un débat qui commence à prendre des proportions incroyables. Tous les journaux populaires commencent à en faire leur chou gras. On voit des images horribles en une des journaux. On lit des textes terribles. Et en plus, le président de la République, Armand Fallières, a un gros défaut. Il est contre la peine de mort. Systématiquement, chaque fois qu'il y a un condamné à mort, il le gracie. Alors, tout le monde parle de laxisme, tout le monde crie au scandale, tout le monde dit que l'insécurité règne partout. Or, il faut savoir, et c'est important, je le dis parce que c'est très important d'un point de vue pragmatique, cette période-là était la période où il y avait le plus de crimes en France par rapport à la population. Et c'est aussi la période où il y avait le plus de condamnations à mort exécutées. Donc il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et ça, Armand Fallières en était convaincu. Il était contre la peine de mort. Sans doute avait-il lu Le Dernier jour d'un condamné. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était quelque chose qu'il défendait bec et ongle. Bien sûr, les opposants politiques, Clémenceau et à la gauche radicale, c'est les mêmes thèmes qu'aujourd'hui.
l'insécurité partout, on manque de force, on laisse faire n'importe quoi. Alors les jeunes paresseux, les vagabonds dangereux, les nomades, et notamment les nomades étrangers, source de problèmes. Des thèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui sous des formes différentes. Mais là, il y a une réalité. Les chiffres sont là. Ce qu'on appelle les comptes de la justice de l'époque montrent que la situation est grave. Et donc, Clémenceau sait qu'il faut réagir. Le 14 octobre 1906, il annonce la couleur dans sa circonscription du Var. Vous savez, il est sénateur de Draguignan. Et là-bas, il fait le discours qui reste le discours fondateur de la police judiciaire, de la police criminelle française. Devant la foule rassemblée, devant les journalistes, il dit « La seule police qu'une démocratie puisse avouer, c'est la police judiciaire, la police des crimes et des délits. Son œuvre est de liberté. Et c'est cette police-là qui est manifestement insuffisante. » Voilà, il annonce la couleur, il annonce le fait qu'il va agir contre la criminalité la plus grave qui dévaste le pays. Et il ne va pas tarder à prendre une première décision qui nous annonce son programme. Parce que maintenant, il y a une feuille de route, mais il y a aussi de l'argent à trouver. Je vous ai dit, 18 millions pour l'ensemble de la sûreté en France, de la police en France. 18 millions. Et seulement 3 pour tout ce qui n'est pas Paris et Lyon. Il faut de l'argent. Alors, il faut d'abord un bon dossier. Il faut d'abord imaginer ce que peut être cette police criminelle placée sur l'ensemble du territoire et qui va faire face à ces bandes organisées, celles qu'on trouve en Dordogne, celles qu'on trouve dans la Drôme, celles qu'on trouve dans le Nord, celles qu'on trouve même dans la région Ouest. Eh bien, pour s'occuper de mettre en place ce dispositif nouveau, Georges Clémenceau fait appel à Célestin Aignan. Ce fameux commissaire principal, cet homme du Nord, puisque c'est un ch'ti, imaginez un grand type, 1m80, les yeux bleus, une baraque. Et une voix lente, mais une force de caractère incroyable. Et entre Georges Clémenceau et cet homme, ça passe, ça marche. Et vous savez ce qu'il fait ? Il fait quelque chose qui n'a jamais eu lieu jusque-là, jamais. Le 30 janvier 1907, il en fait le directeur de la Sûreté Générale, le chef de la police, et il le nomme préfet. Un commissaire principal nommé chef de la police et préfet, ça ne s'était jamais vu. Mais il l'a fait. Et quelques semaines plus tard, il organise devant la Chambre des députés au Parlement un débat, le premier à ma connaissance. Si quelqu'un un jour me dit qu'il a autre chose à me proposer, c'est pour moi le premier véritable débat sur l'insécurité qu'il y a eu à la Chambre des députés. Et on est le 28 février 1907. Ce débat, il a été lancé par une question parlementaire plus ou moins fabriquée par Clémenceau. Il veut parler de ce sujet. Il sait que la France entière craint pour sa sécurité et qu'il faut annoncer des mesures. Alors, il fait poser la question par un opposant, mais en fait, il a déjà les réponses. Bien sûr, les opposants y vont à cœur joie. Ah, les Apaches à Paris, les bandes organisées dans le Nord, les dangers qui courent dans le sud de la France. Et Clémenceau prend la parole. Et là, il reconnaît que la situation est grave, mais il dit qu'il a déjà confié à un homme, alors il dit zélé, laborieux, intelligent, enfin j'arrête pas, il y a tellement de... Il a déjà confié la tâche de mettre en œuvre une réponse et qu'il a des idées réformatrices. Il explique aussi que Célestin Aignan a envoyé dans le Nord une équipe pour mettre fin aux chauffeurs du Nord, à la bande d'Abel Paulet.
et que plus d'une cinquantaine d'arrestations ont eu lieu, que la bande dans son entier est démantelée, y compris un certain nombre de receleurs. Il explique également qu'il va falloir faire un effort financier. Vous savez, c'est très très bien d'entendre les applaudissements sur les bancs du Palais Bourbon, mais c'est encore mieux quand l'argent suit. Et il leur dit, il faudra que vous fassiez un effort de ce point de vue-là. C'est un grand succès. Cette séance du 28 février 1907, croyez-moi, c'est sans doute la naissance de la police judiciaire moderne en France. Mais le temps passe, les mois passent, et puis l'argent n'arrive pas. Alors quand même, en puisant sur les fonds de la direction de la Sûreté Générale, Aignan fait plusieurs choses. D'abord, il fait nommer comme à un poste nouveau qui s'appelle contrôleur général des services de recherche judiciaire, qui est l'ancêtre de la direction de la police judiciaire d'aujourd'hui. Il fait nommer un commissaire qu'il a connu à Lyon, qui s'appelle Jules Sébille. Jules Sébille, on le surnomme le puritain. Jules Sébille, c'est un dur, mais un vrai dur. Un homme courageux, il a sauvé plusieurs hommes de la noyade pendant les inondations au sud de Lyon. C'est un homme qui n'a pas d'horaire. Il est tout le temps au travail. Et surtout, qui oblige tout le monde à respecter le droit. D'ailleurs, quand il a quitté Lyon, on lui offre une magnifique sculpture qui s'appelle le droit. C'est cet homme que Célestin Aignan met comme patron des futures brigades du Tigre qui ne sont pas encore nées. Et cet homme met en place déjà tout un tas de choses nouvelles. Il crée, par exemple, le bulletin hebdomadaire de recherche criminelle. Vous savez ce que c'est ? C'est l'équivalent du fichier des personnes recherchées des objets volés d'aujourd'hui. À l'époque, si vous étiez un malfaiteur recherché, personne ne le savait. Si on vous avait volé un tableau, personne ne le savait. Alors il existait effectivement des bulletins privés. Les assurances payaient pour la publication de bulletins privés, mais pas de bulletins, pas de dispositif national policier de diffusion des mandats d'arrêt et de recherche des objets volés. Voilà, il met ça en place. Il met aussi en place un service photographique. Alors pour ça, il fait appel à Alphonse Bertillon. Voilà, le Alphonse Bertillon de tout cela. Il fait appel à lui, notamment pour créer un appareil photo portatif. Vous vous doutez bien que quand il s'agit d'aller en province, au fin fond de la campagne, pour prendre des photographies sur une scène de crime, avec des appareils comme cela, c'est un peu difficile. Donc ils inventent des appareils portatifs. Et d'ailleurs, ils obtiendront une reconnaissance lors d'une exposition universelle dans les années 1910. Toujours est-il, vous avez vu, petit à petit, ça se met en place. Oui, d'accord, mais sur le terrain, il n'y a toujours personne. À part ce groupe qui continue de finir de travailler dans le nord de la France. Pour cela, pour montrer qu'on peut faire des opérations, Célestin Aignan monte une opération, avec l'accord bien sûr de Clémenceau, une opération à la Tremblade. Que pour ceux qui connaissent, donc on est au bord de la mer ou pas loin. Et là-bas, il y a un groupe de nomades qui s'appelle la caravane à Pépère. La caravane à Pépère, elle commet cette indélicatesse de traverser la France en commettant nombre de crimes et délits sur son passage. Et partout où elle passe, il n'y a personne pour les arrêter. Parce que quand vous avez 180 personnes qui arrivent dans des caravanes armées, impossible Alors, Célestin Aignan met en place une énorme opération qui fait appel à tout le personnel dont il dispose au ministère de l'Intérieur, toute l'équipe, la petite équipe du début, autour de Jules Sébille, et il utilise aussi des militaires et des gendarmes. On cerne les camps et on arrête tout le monde. Et on vérifie la situation de tout le monde. Et donc il va y avoir beaucoup de personnes recherchées par des mandats qui sont arrêtées. On aura également des enfants qui ont été enlevés, qui ont été séquestrés par cette caravane. Et on va trouver nombre d'objets volés. Cette opération fait beaucoup de bruit dans la presse, mais les députés continuent de faire la sourde oreille à la demande de millions. Et donc là, Georges Clémenceau a dû se fâcher
et appelé le président Berthaud, le président de la commission des finances à la Chambre des députés. Toujours est-il que Célestin Aignan est invité par ce président de la commission à venir expliquer son projet. Et il y va. Et il lui explique cette volonté de créer partout en France des brigades, mais que ce sont des brigades qui ne s'occuperont que d'affaires criminelles. Ce n'est pas une nouvelle police politique qui va être installée en France. C'est ça, il faut convaincre les députés que ça n'est pas une nouvelle police dangereuse pour tout le monde. Elle ne sera dangereuse que pour les malfaiteurs et surtout, elle sera au service exclusif de la justice. Elle n'aura pas le droit de s'occuper d'affaires politiques ou administratives, uniquement la police judiciaire. Elle sera là, encore une fois, pour seconder les magistrats. Berthaud est convaincu. Il envoie d'ailleurs un petit mot qui figure au musée Clémenceau, dans les archives du musée Clémenceau, où il explique qu'il a été convaincu par les propos de Célestin Aignan et qu'il fera en sorte que les fonds soient délivrés, à la condition, bien sûr, que ce qu'a dit Célestin Aignan s'agissant de l'exclusivité judiciaire soit respecté. C'est donnant-donnant. Les mois passent, on arrive au 30 décembre 1907, et ce jour-là, un décret signé du président Fallières et des ministres concernés, du président du Conseil Clémenceau, crée 12 brigades régionales de police mobile en France. C'est la naissance de ce qu'on appellera bien plus tard, dans les années 20, les brigades du Tigre. Et effectivement, le décret le dit, elles sont là pour seconder l'autorité judiciaire dans la recherche et la capture des malfaiteurs, des criminels et des délinquants. 2 décrets seront ensuite publiés, des décrets conjoints du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, pour préciser très clairement ce que Aignan a dit sur l'interdiction de faire du politique ou de l'administratif. Elles sont là pour exclusivement s'occuper des criminels. Et tout leur pouvoir ne tendent qu'à cela, à aider la justice dans cette tâche. Très important. Donc ces brigades, il y en a 12. Elles couvrent l'ensemble du territoire. La première est à Paris, la deuxième est à Lille, la 8e est à Toulouse, etc., etc. Toutes les grandes villes sont couvertes et naturellement les départements tout autour. Alors, grâce à la somme qui a été allouée, on est en train de parler de plusieurs millions de francs, toujours est-il que cet argent est là et qu'il va permettre de recruter 168 fonctionnaires de police. L'ensemble des brigades, les 12 brigades, c'est 12 commissaires divisionnaires, autrement dit, un à la tête de chaque brigade. Pour 12 brigades, donc avec 3 commissaires, donc 36 commissaires de police pour l'ensemble de la France, et 120 inspecteurs. Mais quand on y réfléchit, ça n'est pas une somme énorme, vous savez, parce que ça fait simplement, en moyenne, 13 personnes pour 8 départements à chaque fois. C'est pas beaucoup. En revanche, ces personnes ont la particularité de se déplacer énormément. En train, la plupart du temps, et ils ont une carte de circulation spéciale. Il leur est bien précisé qu'il faut qu'ils voyagent surtout en 3e classe, parce que c'est là qu'il y a les bandits. Moi, je crois que c'est surtout pour économiser encore plus. Et j'ai retrouvé, il y a déjà une trentaine d'années, grâce à une inondation dans les caves du ministère de l'Intérieur, le seul règlement intérieur d'une brigade mobile, que vous pouvez d'ailleurs consulter au fonds Aignan des archives de la préfecture de police. Et ce règlement, il vient de Toulouse. C'est le commissaire divisionnaire Marchand qui nous explique comment vivent les mobilards, puisque c'est le surnom qu'on leur donne. Les mobilards, ces commissaires et inspecteurs des brigades du Tigre. Eh bien, ils sont de permanence tout le temps. C'est la première phrase. Alors, je vais vous la lire telle quelle, parce qu'elle est quand même... Tout le personnel composant la brigade est obligatoirement de service
de façon permanente. Voilà, voilà. Il y a une permanence, ils appellent ça un service de semaine, de 8h à minuit, 7 jours sur 7, pour les contacts avec les magistrats. Un rapport quotidien doit être fait sur chaque affaire, tout sans arrêt. Autrement dit, ils sont beaux être en déplacement, mettons, à 50 à 60 km du siège de la brigade, ils doivent rendre compte de l'avancée de leur enquête, tous les jours. Et respect à l'égard des autorités locales et de la gendarmerie. La guerre des polices, hors de question. Bon, il y en aura, et notamment avec la préfecture de police à Paris. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais vous voyez, ce fait d'être de service permanent, le commissaire Fèvre, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Les Brigades du Tigre, c'est Junio qui joue le rôle du commissaire Fèvre, le patron de la première brigade mobile. C'est Gérard Jugnot qui joue le rôle. Et Fèvre avait réellement installé un lit de camp dans son bureau pour pouvoir être de permanence là, notamment quand on lui rendait compte des affaires. Nous avons donc cette situation, ces commissaires et inspecteurs en activité. Une chose aussi, moi je le dis parce que je déteste les ripoux. Autant je considère qu'un policier dans son activité peut commettre une faute et il faudra qu'il soit jugé pour ça, pas de problème. Mais en revanche, les ripoux, flics ripoux, je déteste ça. Et Jules Séby, le patron du contrôle général, le patron des brigades du Tigre, les déteste aussi. Et il est absolument d'une dureté implacable à l'égard des ripoux. Chaque fois qu'il a des informations sur un des policiers des brigades du Tigre qui s'est mal comporté, qui a eu un comportement inacceptable, minimum, je dis bien minimum, il est renvoyé des brigades du Tigre. Mais au pire, bien sûr, c'est devant les tribunaux. Donc, vous voyez, son intitulé, son surnom de puritain, Jules Séby le méritait bien. Autre chose, les relations avec les autres polices. Comme je vous l'ai dit, le texte que nous avons retrouvé sur le règlement intérieur d'une brigade met bien qu'il doit y avoir un comportement très respectueux à l'égard des autorités locales, des magistrats bien sûr, et de la gendarmerie. Mais il y a une situation en province, personne ne peut faire le travail des brigades du Tigre. Il n'y a pas de police criminelle en province, ni chez les gendarmes, ni chez les policiers municipaux. Donc il n'y a pas de problème. En revanche, à Paris, ce n'est pas pareil. À Paris, il y a le quai des Orfèvres. À Paris, il y a un service de sûreté qui est très actif. Et là, j'ai retrouvé également des éléments qui me permettent de dire qu'il y a eu des éléments de guéguerre des polices entre les brigades du Tigre et le quai des Orfèvres. Notamment, par exemple, je raconte, dans un de mes livres, je raconte comment, à un moment donné, les brigades du Tigre, travaillant sur l'arrestation d'un proxénète braqueur, en surveillant une maison close, se font remarquer par les hommes du quai des Orfèvres qui font exprès de faire une descente dans la maison close pour empêcher l'arrestation en question. Bon, c'est des coups tordus. C'était une pratique qui existait. J'espère qu'elle existe moins ou pas du tout aujourd'hui. Toujours est-il que ces éléments-là, les archives nous permettent de constater des faits comme cela. Elles nous permettent aussi de constater les incroyables résultats des brigades du Tigre. Le journal Le Temps, en un peu plus d'un an après la création des brigades, procède à un bilan de leur activité depuis leur création. Et les chiffres sont incroyables. Là, c'est pareil, j'utilise anti-sèche pour ne pas me tromper. Tenez-vous bien, donc, on est en 1909, 2695 arrestations. Vous avez 138 policiers, 2695 arrestations, dont 1726 à partir d'avis de recherche. Autrement dit, c'est des gens qui jusque-là étaient tranquillement cachés ou continuaient tranquillement leur vie de voyous, arrêtés. Et 969 arrestations sur enquête. Là, on est sur des déplacements, scènes de crime, etc. Parmi
c'est 969 enquêtes. On en a 65 concernant des meurtriers, 283 des escrocs, 193 des braqueurs et cambrioleurs, 17 des violeurs et 31 des faux monnayeurs. C'est pas mal. Le journal Le Temps, vous savez, c'est un peu l'équivalent du Monde d'aujourd'hui, hein, du journal Le Monde, quelque chose de sérieux. Et cette reconnaissance de l'activité des brigades du TIC fera que très peu de temps après, elles passeront de 12 à 14 pour renforcer des endroits de France où leur dispositif est insuffisant. Alors ce qui est intéressant, parce que ces brigades n'ont pas beaucoup d'équipement. Hein. J'ai calculé une machine à écrire pour 14 personnes. Le téléphone, un par brigade. Un téléphone par brigade. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et naturellement, vous avez compris, c'est celui qui sert à rendre compte au quotidien des enquêtes ou à répondre aux magistrats quand ils appellent. Voilà. Donc, au niveau des armes, ils sont toujours armés de revolvers, de ces gros, lourds revolvers de l'armée qu'on brade, enfin qu'on recase et qu'on donne aux policiers. Avec des revolvers comme cela, imaginez-vous en train de courir, imaginez-vous en train d'essayer d'arrêter des malfrats. Alors la plupart des mobilards payent eux-mêmes leur armement et s'achètent des Browning. Le Browning, qui est un pistolet automatique petit, de petite taille, très efficace et sûr. C'est l'arme qu'ils ont choisie. De la même manière, ils achètent de plus en plus souvent des menottes venues des États-Unis. C'est toujours le problème de la création. Les moyens ne suivent pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Mais, c'est pas pour ça que les brigades vont devenir célèbres. C'est avec les voitures. Alors vous allez me dire, mais les voitures, la bande à Bonneau a été plus rapide. Eh non. La première fois que des véhicules arrivent dans les brigades, c'est juste, on est en 1911, en octobre 1911, c'est 2 mois avant la première attaque de la bande à Bonneau, rue Ordener, dans le 18e arrondissement parisien. Autrement dit, les brigades du Tigre, et ça c'est Jules Séby et Célestin Aignon qui sont vraiment à l'origine de cette décision, les brigades du Tigre sont équipées de voitures avant l'affaire de la bande à Bonneau. Simplement, ces 3 voitures, des 2 Dion-Bouton et des Panhard-Levasseur, qui sont prises à l'essai. Et c'est à cause ou grâce à l'affaire Bonneau que, ensuite, chaque brigade sera équipée d'un véhicule. Et donc, on va voir des Panhard-Levasseur et des 2 Dion-Bouton partout, mais une pour, encore une fois, 8 départements. Autrement dit, il ne faut pas exagérer. Et puis le problème, c'est que ces voitures tombent en panne sans arrêt. Sans arrêt. Et donc on installe des vélos à l'arrière. Comme ça, quand il y a une panne, on peut continuer son cheminement jusqu'à la scène de crime, ou jusqu'au magistrat, ou jusqu'à la... en vélo. Bon, quand même, au bout de 2 ans, on décide qu'il faut en finir avec cette situation et on crée le poste d'inspecteur-chauffeur. Très officiellement, vous regardez donc les arrêtés et vous avez la création de poste d'inspecteur-chauffeur. Vous savez, avec les grosses lunettes, avec les gros bonnets et tout. L'inspecteur-chauffeur qui répare le véhicule. C'est lui qui s'occupe de l'entretien du véhicule. Alors ce qui est drôle, c'est que vous savez que j'ai écrit plusieurs livres avec Claude Cancès, l'ancien directeur du Quai des Orfèvres. Et Claude Cancès m'a raconté que lorsqu'il a été en mission à la police judiciaire de Versailles dans les années 1960, il a rencontré le dernier inspecteur-chauffeur encore en activité, qui lui a dit que ça n'avait rien à voir avec ses débuts. Vous imaginez prendre en pleine face tout, le froid, les éclats... Et donc, non, c'est beaucoup plus confortable, même à l'intérieur d'une traction avant. Sachez que le dernier a été en poste jusqu'aux années 60. Les résultats, vous avez vu les chiffres, et les bandes, incroyables. Donc, on l'avait dit, les chauffeurs du Nord, out. Les chauffeurs de la Drôme, une autre équipe, out.
et d'autres criminels en nombre incroyable et des affaires graves qui, que ce soit à Nancy, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit en Dordogne, font la une des journaux. Mais là, enfin, on arrête les criminels. Le résultat est là. Et puis il y a aussi, je dois la citer, il y a une femme criminelle, plutôt délinquante, qui va être arrêtée par les brigades du Tigre. C'est une princesse russe, la princesse Katharina. La princesse Katharina qui se présente chez les bijoutiers, qui dit qu'elle est dans une situation terrible, qu'il faut à tout prix la sauver de la ruine et sauver le renom de sa famille, et qui montre une bague magnifique au bijoutier, qu'il évalue. Là, on est dans le million de francs au moins, mais je vous en donne 250 000. Et elle lui laisse la bague pour qu'il puisse l'expertiser à fond en lui disant « je repasse cet après-midi ». Elle repasse l'après-midi, l'homme sort la bague, lui dit « bon ben voilà, ok pour 250 000 ». Elle dit, elle la prend pour la regarder, elle fait comme si elle la mettait à son doigt, et là, astuce, chop, c'est une autre bague qu'elle remet dans la pochette. Une bague qui ne vaut rien, une bague en toc. Mais les 250 000, elle les prend. Voilà. Et donc la princesse Katharina va être arrêtée grâce à la rapidité d'action d'un policier de la brigade de Marseille, qui va vite faire des tas de kilomètres en vélo pour arriver au moment le plus vite possible après que le bijoutier lui ait donné de l'heure de retour. Et là, il l'arrête à la sortie quand, effectivement, elle a la bague sur elle, la bague censée avoir été remise au bijoutier, et donc elle va aller en prison. Simplement, elle ne s'appelle pas du tout Katharina, c'est pas du tout une princesse russe. Elle s'appelle Joséphine Baucher. Elle était juste une fille de joie dans un bordel, et elle a trouvé, c'est une très belle femme, hein, très classe aussi, et elle a trouvé ce moyen d'arrondir ses fins de mois, on va dire ça comme ça. Voilà, donc il y avait quand même des personnages assez incroyables. Alors, les brigades, il n'y avait pas de femmes dans les brigades. Vous pouvez les chercher, il y en avait. Mais de toute façon, il n'y en avait pas dans la police tout entière. Les premières femmes, c'est Célestin Aignon qui va en faire rentrer pour s'occuper de sténo et de dactylographie au moment de la guerre, hein, juste au début de la guerre, pour remplacer les personnels qui partent au front, hein. Et ensuite, ce seront les assistantes de police dans les années 1930. Mais il faudra attendre longtemps. Mais sinon, dans les locaux de police, que ce soit chez les brigades du Tigre ou que ce soit à la préfecture de police, non, pas de femmes. Célestin Aignon, vous avez compris que je l'aimais beaucoup, cet homme. Et pour moi, c'est sans doute un des plus grands personnages policiers de France, de tous les temps. Je l'aime beaucoup parce que c'est sans doute le seul à avoir été Dreyfusard dans la police, c'est-à-dire d'être convaincu de l'innocence de Dreyfus, alors que la plupart des policiers de l'époque ne l'étaient pas. C'est lui aussi qui organise la sécurité de Dreyfus à Rennes. C'est lui aussi qui va le ramener, une fois qu'il sera gracié, chez lui, le mettre sous protection. Il a toujours montré une attitude dreyfusarde dans cette période-là. Mais il n'a pas fait que ça. Vous savez, il devient préfet de police en 1913. Et comme préfet de police, il crée la première école professionnelle de police à Paris. La première. C'est parce qu'il était convaincu que la formation des policiers était quelque chose d'essentiel. C'est lui aussi qui, définitivement, fait disparaître ce qu'on appelait la Direction Générale des Recherches, qui était une grosse masse de services inostensibles qui avaient le droit de faire à peu près tout et n'importe quoi, et à l'intérieur de laquelle il y avait le Quai des Orfèvres. Il y avait la sûreté. Et là, non. Il sépare. Il crée le service des renseignements généraux en les chargeant uniquement de tâches d'observation, pas de manipulation. Il crée un service des jeux. Il crée une police judiciaire à Paris. C'est lui le fondateur de la direction de la police judiciaire de Paris. Voilà le personnage. Malheureusement pour lui, la maladie va le rattraper. En 1914, il est obligé de quitter son poste, d'abord parce qu'il a des démêlés avec les militaires,
qui veulent à tout prix que les forces de police parisiennes montent au front en même temps avec les fameux taxis de la Marne. Il dit non, non, non. Si vous enlevez tous les policiers de Paris, c'est vous livrer la ville au pillage. Donc il refuse. Pas, on fera sans vous. Allez. Donc le militaire, Gallieni, à l'époque, obtient son renvoi. Et il est nommé, parce qu'il est déjà encore une fois très malade, il part à Sainte-Adresse, où il y a le gouvernement belge en exil. Et il est là-bas ambassadeur. Et c'est là-bas qu'il va mourir. Après quelque temps, pas longtemps, après avoir reçu un petit mot de Clémenceau. Les deux hommes sont restés en relation constante. Et là, Clémenceau, qui n'est pas encore le père La Victoire, qui n'est pas encore celui qui, en 1917, va devenir ministre de la guerre, président du Conseil et ministre de la guerre, et remporter la Première Guerre mondiale. Clémenceau écrit à Aignan, « De près ou de loin, mon amitié demeure la même. » Voilà. C'est les derniers mots que le Tigre va envoyer à Célestin Aignan, qui meurt quelques semaines après. Les deux vont, l'un d'une manière gigantesque, l'autre, s'agissant de toute l'action policière, marquer leur époque. Les brigades du Tigre, c'est encore une fois important par rapport à ce rôle de police judiciaire exclusivement en matière criminelle. C'est pour ça que quand on me dit vous récoltez des éléments, là, de l'ADN, machin. Oui, mais c'est pour les utiliser dans l'enquête criminelle. Pas pour faire de la police politique, pas pour faire de la police administrative, pas pour faire de la magouille, disons-le. Ça n'est pas pareil. Et la création des brigades du Tigre, c'est le fondement, l'invention de la police républicaine en matière de police criminelle à l'usage exclusif des magistrats et de l'action contre la criminalité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, tout était mélangé. Et en cela, c'est vraiment une nouveauté qui va bien sûr perdurer, hein, on l'a aujourd'hui, et qui va être d'une importance capitale. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces services vont continuer d'exister. Ils vont devenir des services régionaux de police judiciaire. Et dans les années 1990, quand j'étais chef d'état-major de l'APJ, Jacques Jeancial, qui était le directeur central de l'APJ, a voulu que l'on crée un logo pour symboliser la police judiciaire française. Et ce logo a été fait par Moretti, Raymond Moretti, un très grand peintre, celui-là même qui a fait les plafonds sur la promenade du Capitole, pour ceux qui connaissent un peu Toulouse. Et Moretti a imaginé donc un profil de Clémenceau avec un profil noir du tigre. Et ce logo existe toujours, et parfois vous devez le voir à la télévision, derrière les commissaires ou les policiers qui parlent. Voilà. Donc, d'une certaine manière, Clémenceau est toujours présent dans les bureaux de la police judiciaire d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.